Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode, les amis. Un épisode incroyable. Je vous embarque au Japon avec moi sur le pèlerinage de Kumano-Kodo. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? Je suis trop contente de vous retrouver pour un épisode en one-to-one. J'ai l'impression que dès que je fais en fait un nouvel épisode toute seule, vu que je fais de plus en plus d'épisodes invités, à chaque fois que j'enregistre un épisode toute seule, ça fait ultra longtemps. Du coup, je vous dis toujours le genre du truc, genre je suis trop contente de vous retrouver en face-to-face parce que ça me fait du bien en tout cas de vous parler, voilà, qu'à vous, qu'on soit entre nous pour cet épisode-là. Aujourd'hui, il fait beau, on est en avril quand j'enregistre cet épisode. On est en avril, il fait ultra chaud, ultra beau. Je me suis posée sur ma terrasse, j'ai mis de la crème solaire et je suis prête à vous enregistrer cet épisode. Donc si en fond sonore vous entendez des oiseaux, des voitures, ou même si on a un dimanche, on a quand même des voisins qui aiment tondre la pelouse ou même déboiser un petit peu vers chez nous. Donc si vous entendez des choses, je m'excuse d'avance. Après, je pense que quand même vous allez réussir à m'entendre. En tout cas, je suis trop contente là de vous retrouver. Ça fait longtemps, j'ai eu la tête dans le guidon pendant un bon moment et là je suis contente de prendre le temps de me poser avec vous, de vous parler un peu parce que mine de rien, vous voyez, ces épisodes de podcast, que ce soit les épisodes où j'accueille des personnes ou les épisodes où je suis toute seule, c'est vraiment un moyen pour moi, surtout dans les épisodes en solo, quand je vais raconter mon histoire, c'est vraiment un moyen, je sais pas, d'écrire comme un petit, tu sais, comme un journal, c'est un peu un journal intime, je vous le partage, mais c'est des petits bouts de moi que je vous dévoile et surtout pour peut-être vous donner envie de vivre ces expériences-là et j'espère que ça vous inspire. En tout cas, je vous tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à chaque semaine m'envoyer un petit message privé sur Insta pour me dire que vous avez kiffé les épisodes, que ça vous inspire, que vous avez envie de faire pareil, etc. Donc écoutez, moi je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est foncer. Là en plus on est dans la période de l'année où il y a pas mal de ponts qui vont s'enchaîner, donc même si les prix des billets d'avion peuvent paraître quand même assez chers, écoutez, faites-vous un trip solo quelque part, partez, allez visiter un endroit que vous connaissez pas encore, faites-vous plaisir parce que c'est le moment, on le fera pas plus tard quand on n'aura plus assez d'énergie. Si jamais vous entendez des petits bruits comme ça, là, voilà, c'est parce que je suis sur un pouf, donc c'est possible que ça fasse un peu de bruit. Et l'oiseau au-dessus de moi là, parce qu'en fait, si vous voulez, au-dessus de moi il y a mon balcon et il y a un nid de petites mésanges qui s'est créé, c'est trop mignon. Mais elles font un bruit, les amis. Je savais pas que des mésanges pouvaient faire autant de bruit, mais vraiment elles en font. Enfin bref, tout ça pour dire que nous en sommes à 3 minutes d'introduction. Il est temps de commencer cet épisode. Aujourd'hui, épisode où je vous transporte en 2019, donc il y a déjà 4 ans et demi. Ouais, oh là, c'est fou de se dire ça, il y a déjà 4 ans et demi. On se transporte aujourd'hui en novembre 2019 quand je suis partie au Japon. Donc pour ceux, si toi qui écoutes, si c'est ton premier épisode, je vais quand même, t'inquiète pas, replanter un peu le contexte. Pour ceux qui me connaissaient déjà, écoutez, je vais quand même replanter le contexte parce que c'est quand même important. Mais voilà, je vais parler du pèlerinage que j'ai effectué au Kumano-Kodo quand j'étais au Japon. Combien de temps ça a duré? Qu'est-ce que ce pèlerinage? Comment s'est passé mon pèlerinage? Quel challenge j'ai eu à faire? Quelles difficultés et grosses galères j'ai traversées?
Écoutez, je vais rien vous cacher dans cet épisode et surtout si vous avez besoin de conseils supplémentaires, je vous invite 1000 fois à m'envoyer un message sur Insta si jamais vous êtes en train de planifier un trip au Japon et que vous avez des questions. Moi, quand je suis partie au Japon, j'ai fait énormément d'activités qui sortent des sentiers battus. J'ai fait beaucoup de rando dans des lieux complètement paumés. Je me suis retrouvée dans des villages à moitié abandonnés et où j'étais clairement la seule non japonaise. Enfin voilà. Donc si jamais vous avez envie de découvrir un Japon un peu plus authentique que, même si Tokyo, Kyoto, les grandes villes sont quand même incroyables, mais si vous avez envie de pimenter un peu votre voyage au Japon et de partir à la découverte de tout ce que le Japon a à vous offrir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Je serai très heureuse de vous conseiller sur ce voyage-là. En tout cas, c'est parti. Donc, on se transporte en novembre 2019. À l'époque, je suis saisonnière en station de ski, donc j'enchaîne les étés et les hivers. Et évidemment, l'avantage d'être saisonnière, c'est qu'en intersaison, on peut voyager à bas prix. Ça, je le répéterai jamais assez, mais pour moi, c'est trop un bon plan. Et du coup, voilà, c'est l'intersaison entre l'été 2019 et l'hiver 2019-2020. Et en fait, pendant l'été 2019, j'ai perdu mon papa de manière assez brutale. Si jamais tu veux en savoir plus sur le deuil, le parcours du deuil, etc., je t'invite à écouter l'épisode qui s'appelle La nuit du 4 août. Mais là, c'est pas le sujet. Enfin bref, et du coup voilà, on sort de cet été-là, été où j'ai été tourmentée, était très difficile parce que suite à la mort de mon père, j'ai quand même enchaîné des semaines de 60 heures avec une journée de congé par semaine. J'étais réceptionniste dans un hôtel, donc autant dire que je devais vraiment garder la face aux clients, etc. Donc très très compliqué pour moi. Et j'ai eu cette envie vraiment de partir loin pour commencer mon deuil. Et c'est de là que j'ai décidé de partir au Japon. Je suis partie 1 mois et demi au Japon en novembre 2019, donc pile pendant la période en fait ce qu'ils appellent les Momiji Koyo. Donc les Momiji Koyo, c'est l'automne japonais. C'est la période où les feuilles d'érable sont rouge sang. Donc les feuilles d'érable, ça s'appelle des Momiji en japonais. Et Koyo, c'est le mot qui rajoute après pour définir le rougissement, je ne sais pas si ça peut se dire, mais voilà, pour définir l'automne japonais et le fait que les feuilles d'érable turnent en rouge, quoi. Donc, je suis au Japon pendant cette période-là. Et mon objectif de ce voyage, je pense que tu l'auras compris, c'est vraiment de commencer mon deuil dans un endroit où rien ne me rappellera mon père. Mais c'est mes anges, c'est un truc de ouf, hein. Bref. Et du coup, je veux vraiment, tu vois, où rien ne me rappelle mon père, me ressourcer. C'est un voyage en fait de reconstruction, mais aussi et surtout de construction. Maintenant, avec le recul, je m'en rends de plus en plus compte. Et donc, je décide de partir pour toutes ces raisons-là. Et je décide évidemment de visiter des grandes villes comme Tokyo, Kyoto, Osaka, Fukuoka, etc. Mais je décide aussi de partir dans des endroits un peu plus reculés, un peu plus inconnus, comme la caldeira du mont Aso. Donc, je t'en parle dans l'épisode qui s'appelle Yufu. Je suis partie également vers Nikko, où j'ai failli me faire manger par un ours. Ça, c'est l'épisode Angetsu, si jamais. Voilà, donc je décide toujours de partir dans des endroits un petit peu inconnus, un petit peu reculés de tout ça parce que j'ai pas envie de voir non plus beaucoup de monde. Mon voyage au Japon, c'est pas le voyage où j'ai envie de rencontrer des gens, clairement. C'est le voyage où j'ai envie d'être un peu seule. Alors je dis pas crotte aux gens que j'ai rencontrés pendant ce voyage, bien au contraire, mais c'était pas un voyage où j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai fait que des auberges de jeunesse, mais j'allais pas à la rencontre des gens parce que j'avais pas forcément envie d'échanger. J'étais pas dans une dynamique très sociable en fait quand j'étais au Japon, tout simplement parce que le fait que mon père soit mort pendant la saison, ça m'a forcé en fait à
malgré le décès de mon père, à rester très sociable pendant toute la saison, parce que quand on est réceptionniste en station, forcément, quand tu es dans l'hôtel, les gens viennent te parler, les clients te parlent, tu es dans une équipe, tous tes collègues sont jeunes, ils ont ton âge, tout le monde sort, tout le monde se parle entre eux et tout. Donc j'étais dans une dynamique, j'étais toujours entourée de monde. Et là, au Japon, j'avais tellement envie d'être toute seule. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas rester dans les grandes villes, mais d'aller m'isoler dans des petits endroits un peu plus... un peu moins connus, on va dire, un peu plus cachés. Et en fait, quand j'ai planifié mon voyage au Japon, ça c'est un truc important à dire aussi, quand j'ai planifié mon voyage au Japon, je ne savais pas ce que j'allais faire. Si tu veux, le voyage au Japon, je suis désolée, je vous vois, je vous tutoie, il faudrait que je me mette d'accord avec mon esprit au bout d'un moment, mais bref, ça c'est pas, c'est pas très important. Mais bref, au niveau de mon organisation du Japon, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent, quand ils voient l'itinéraire que j'ai fait en 1 mois et demi, ils me disent « Ah, mais moi aussi je pars au Japon, je veux faire le même itinéraire que toi ». La vérité, c'est que chaque voyage a un objectif précis. Et le voyage que j'ai fait avait un objectif bien précis, celui de me reconstruire, de faire mon deuil. Et c'est un voyage en fait que je n'ai pas planifié. C'est-à-dire, j'ai planifié mon billet aller-retour depuis Tokyo, donc je savais que... les dates où je devais être à Tokyo. Je savais que je voulais visiter certaines grandes villes, genre Tokyo, Kyoto. Je savais que je voulais voir le mont Fuji. Mais à part ça, je ne me suis pas beaucoup renseignée sur les choses qu'il y avait à faire. Et au final, ça m'a plutôt servi parce que je réservais mes auberges, on va dire 3 nuits à l'avance, à peu près. Comme ça, j'avais un aperçu de la météo qu'il allait faire. Et j'ai adapté mon voyage en fonction de la météo et des journées où il faisait beau et des journées, du coup, que je pouvais optimiser pour faire des randonnées, etc. Par exemple, à Beppu, l'épisode de Yufu, à Beppu, j'y suis restée 3 nuits. Et c'est cool parce que ça m'a permis de faire la grosse rando le meilleur jour. Et puis les autres, j'ai été me prélasser dans les onsen japonais. C'était plutôt cool. Et donc, un peu pareil, en fait, pour le Kumano Kodo. En fait, pendant mon voyage au Japon, le Kumano Kodo, ça se passait vraiment au milieu du voyage. Donc, j'ai été à peu près à la moitié de mon trip, au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines. Et c'était le gros défi de ce voyage. Le Kumano Kodo, je vais rentrer un peu dans l'histoire, mais ça, je vais rentrer après, on va dire. Le Kumano Kodo, c'est vraiment un pèlerinage que j'ai décidé de faire. Vous verrez, c'est pas un pèlerinage qui a été très long en termes de jours. Enfin, on peut y passer plus de jours, mais vu que moi j'avais que 1 mois et demi au Japon, je voulais pas faire 1 mois de pèlerinage. Donc j'ai fait 3 jours, 2 jours entiers, on va dire, 3 jours en tout et pour tout de pèlerinage. Et comme quoi, non mais je trouve les expériences dans la vie n'ont ni temporalité ni géographie. Enfin vraiment, c'est un truc de ouf comme... L'expérience que je vais vous raconter dans cet épisode, elle m'a transformée au plus haut point. Et pourtant, dans les faits, elle a duré 72 heures, quoi. Mais parce que c'est ce que j'avais besoin à l'époque, etc. Donc bref, je vais vous expliquer tout ça. Donc, pour le côté, on va dire un peu culturel, etc. et le côté touristique... Je vérifie que j'ai assez de batterie sur mon micro. Donc, pour tout ce qui est... Ouais, on est bon. Pour tout ce qui est culturel, en fait, il faut savoir que le Kumano Kodo, c'est un pèlerinage très, très, très ancien. En fait, et je ne sais pas vraiment par quel biais, mais il est spirituellement relié au Camino, enfin au chemin de Compostelle. C'est-à-dire que quand vous faites Compostelle, vous savez, vous pouvez avoir votre... si tu fais les tampons à chaque étape, à la fin, tu peux avoir une sorte de certificat qui atteste que tu as fait Compostelle, etc. Eh bien, il existe un certificat qui atteste que tu as fait Kumano Kodo et le Compostelle. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais c'est relié spirituellement parce que spirituellement, tu peux avoir en fait un certificat, j'aime pas trop cette idée de dire ça comme ça, mais tu peux avoir un certificat qui atteste que tu as fait ces 2 pèlerinages et parce que spirituellement c'est relié ou je sais pas trop quoi, c'est 2 pèlerinages qui sont quand même vraiment très connu. Bon, Compostelle, évidemment, parce que on est occidentaux, donc on le connaît un peu plus. Mais le Kumano Kodo, vraiment, au Japon, c'est un pèlerinage. C'est comme celui des 1000 temples. Alors lui, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, au Japon, vous avez 2 pèlerinages. Donc, vous avez celui
des 1000 temples, et vous avez le Kumano Kodo qui est le plus vieux pèlerinage que vous pouvez faire au Japon. En fait, le Kumano Kodo, vous pouvez le faire par plusieurs routes. La route la plus connue, la plus empruntée, la plus emblématique, c'est comme au niveau du chemin de Compostelle, il me semble que le Camino, je ne sais plus comment, mais voilà, vous en avez un qui est plus emprunté que tous les autres. Et bien le Kumano Kodo, c'est la route Nakaeshi qui est la plus empruntée. Et la route Nakaeshi, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un chemin dans la forêt. Donc en fait, c'est un chemin qui relie à la base, qui relie Kyoto et Kikatsura, donc le sanctuaire de Kikatsura. Donc c'est un pèlerinage qui relie Kyoto et Kikatsura et ça s'appelle la route Nakaeshi, et c'est un sentier qui traverse des petits villages, des forêts de bambous, de cyprès. Enfin voilà, c'est un pèlerinage très très vieux qui a été créé en fait par les premiers empereurs japonais à l'époque où la capitale du Japon était Kyoto et Nara. Donc c'est très très vieux. Ça date d'il y a 1600 ans. Et en fait, c'est les premiers empereurs japonais, il y a 1600 ans, qui ont décidé de créer ce pèlerinage-là pour se faire en fait un sentier méditatif. Et c'est un sentier qu'ils ont créé pour, quand ils avaient envie de partir en retraite méditative, ils allaient faire ce chemin. Aujourd'hui, au niveau des parties les plus connues de ce pèlerinage, évidemment, si vous partez de Kyoto, vous mettez à peu près un mois à le faire. Moi, je suis partie de Tanabe. En fait, ils ont aménagé, c'est assez bien fait aujourd'hui. Quand vous partez de Tanabe, vous pouvez arriver à Kikatsura. Et en fait, de Tanabe à Kikatsura, vous avez l'équivalent de 5 grosses étapes à faire à peu près dans la journée. Enfin, une étape par jour, et vous avez 5 grosses étapes, et c'est les étapes aujourd'hui, quand on dit qu'on fait le Kumano Kodo, on va dire c'est vraiment ces 5 grosses étapes là qui se font. C'est un peu aujourd'hui quand vous faites Compostelle, vous dites vous partez normalement de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais le vrai Compostelle, vous êtes censé partir de chez vous par exemple. Donc c'est un peu cette variante là. Donc moi j'ai décidé du coup de faire de Tanabe, enfin Kitanabe à Kikatsura en 2 jours. Donc qu'est-ce que ça représentait ce truc? C'est vraiment, j'ai fait nimp. C'est-à-dire normalement je vous ai dit vous avez 5 étapes. Et je me suis dit, vas-y, j'ai pas beaucoup de temps, puis j'ai vraiment envie de me challenger, d'y aller à fond. Et je voyais que les étapes, elles duraient environ 12 km chacune. J'étais, mais je peux marcher plus que ça et tout. Et du coup, je me suis mis au défi de faire 2 étapes par jour à chaque fois. Donc en fait, quand je suis arrivée à Tanabe, là c'est pour vous faire vraiment le descriptif. Après, je reviendrai en particulier dans chaque étape. Mais en fait, mon plan, c'était, j'arrive à Tanabe. Et je prends un petit bus le matin qui me fait faire Tanabe jusqu'à la fin de la première étape, début de la deuxième en fait. Et ensuite je fais la deuxième, troisième étape du coup en une journée. Je dors à Yunomine Onsen et le lendemain je fais la 4e, 5e étape et j'arrive au sanctuaire incroyable de Kikatsura. Donc en gros je me suis dit vas-y, je saute la première étape en prenant le bus et après je me fais 2 étapes par jour au lieu d'une et je carbure et voilà, ça me fait 2 jours complets de marche plus mon arrivée, mon départ de Tanabe. Et puis je suis restée un jour après profiter un peu à Kikatsura qui est un port de pêche incroyable. Enfin, c'est le plus grand port de pêche de thon du Japon. Et pourtant, le village est tout petit, quoi. Enfin, mais l'expérience est folle. Enfin, bref. Donc, du coup, je débarque. Donc, j'ai pas trop prévu mes trucs à l'avance. Comme je vous dis, je décide vraiment de faire le Kumano Kodo quand je reviens du mont Fuji. Donc le mont Fuji, c'était normalement j'ai fait un épisode aussi à ce sujet. Donc c'est au mont Fuji que je décide de faire le pèlerinage et donc après le mont Fuji, je pars sur Kyoto et après Kyoto, je me fais c'est là d'ailleurs que je rencontre, et là on peut retourner à l'épisode 0 du podcast, c'est là que je rencontre l'américain et que je vais dans un resto de sushi avec lui et que je lui promets de lancer un podcast. Donc ça c'est l'épisode 0 d'ailleurs, une promesse dans un restaurant de sushi. Donc je rencontre cet américain et puis 2 jours après je sais que je me prépare pour aller faire le pèlerinage.
Donc là, je suis à Kyoto. Je prends un train pour me rendre à Tanabe. Et une fois à Tanabe, et bah du coup, je me trouve dans une petite guest house, une petite auberge de jeunesse vraiment très typique. Enfin, il n'y a pas vraiment de dortoir. Enfin, si, c'est un peu un dortoir. Ouais, en fait, c'est que un dortoir. En fait, c'est une grande pièce. Il y a plein de futons au sol. La salle de bain, elle est en extérieur. Enfin, voilà, en novembre. Donc, bon, c'est pas forcément. Mais voilà, ça se passe bien. Là, je demande des conseils parce que, évidemment, la personne qui gère l'auberge connaît très bien le Kumano Kodo parce que la plupart de ses clients viennent en étapes en fait, viennent le faire. Donc je lui demande des conseils, elle me donne une carte. Et en fait, elle me donne une carte. Et je trouve ça assez fou. Elle me donne une carte et dessus, c'est écrit attention aux singes, attention aux serpents, attention aux ours. Bon, là, petit clin d'œil à l'épisode Angetsu, attention aux ours. Donc là, j'ai mes clochettes, je suis équipée. Et un dernier avertissement où c'est marqué attention aux esprits. Et bon, je me dis, ouais, c'est pour faire un coup de pub, tu vois. Ils disent attention aux esprits et tout. Mais, et pour vrai, genre... Enfin, vous allez voir ce qui s'est passé. Ouais, non, mais c'était incroyable. Et donc, ils écrivent ça. Donc, voilà, je repère l'horaire de bus que je dois prendre le lendemain et tout. Et je me lance. Et là, je lui dis, ouais, je veux faire 2 étapes par jour. Elle dit, ah ouais, mais vous êtes sûre et tout, machin. Et moi, je dis, oui, je vais faire 2 étapes. Demain soir, je réserve mon auberge à Yunomine Onsen. Et Yunomine Onsen, c'est un endroit mais tellement mignon, mais je vous en parlerai après. Et donc au final, je me réveille le lendemain matin. Il faut savoir que avec moi, bon, il y a toujours la possibilité quand vous faites un pèlerinage de vous faire porter vos affaires. Porter, il n'y a pas quelqu'un qui te suit avec tes affaires, mais en gros, tu as la possibilité de faire livrer tes affaires au point d'arrivée et de voyager juste avec un petit sac. Pour moi, c'était hors de question. Je voulais faire ce pèlerinage avec tout ce que j'avais sur le dos. Et à l'époque, le minimalisme en voyage, c'était pas mon fort. Donc du coup, je fais le pèlerinage avec un sac à dos de entre 35 et 45 litres dans le dos. Alors c'est un Alpinelo qui tient plutôt bien, qui maintient plutôt bien, je trouve, au niveau du dos. Et donc j'ai ce sac à dos dans mon dos et devant moi j'ai un sac à dos, c'est le Escape 30 litres de Decathlon. Je sais pas si vous voyez, mais c'est le sac à dos basique qui a pas du tout de maintien vraiment au niveau du dos. Donc en fait, moi ce que je trouve important quand tu choisis un bon sac à dos, c'est que le poids soit, que tu aies l'impression qu'il soit réparti et que le poids soit pas tout attiré vers le bas. En gros, que ton sac à dos, il y a des possibilités de maintien et qu'il soit assez gainé pour ne pas avoir l'impression de porter une pierre tout le temps qui pousse vers le bas vraiment. Et du coup, le sac à dos que j'avais dans le dos, donc mon plus gros sac, j'avais pas du tout ce ressenti là, alors qu'il était beaucoup plus chargé. Mais le sac à dos que j'avais devant moi, tout le poids était vraiment attiré. Il n'était pas très compartimenté, donc il était attiré vers le bas. Et j'en ai chié. Donc en fait, voilà, j'avais 2 sacs à dos, quand même assez gros, un sac à dos de 30 litres à l'avant, un sac à dos de 35 litres à l'arrière. Donc j'avais avec moi 70 litres de sac à dos. Et c'était pas rempli à fond, mais quand même, j'avais quand même pas mal de poids. Et donc, je pars pour ma première journée. Donc, j'ai les clochettes que m'a offert la femme que j'ai rencontrée pendant l'épisode de podcast sur une histoire d'ours dans Getsu. Donc, j'ai ces clochettes avec moi. Je les ai accrochées à un de mes sacs et là, ça y est, j'ai mes chaussures de trail. Je suis prête, je me lance, je prends le bus et je m'arrête comme d'habitude, là où personne ne s'arrête, c'est-à-dire au milieu de nulle part, qui est le stop en fait de la fin de la première étape du Kumano et le début de la seconde. Et donc là, je suis littéralement, le bus s'arrête, on est dans une route de montagne, le bus s'arrête au milieu de nulle part et voilà le stop quoi. Il n'y a pas de maison, il y a juste une route en béton et c'est entouré de forêts, de végétation. Je galère un peu mais je trouve un petit panneau. Donc là je découvre comment est le balisage du Kumano Kodo et donc je vois le balisage que je dois suivre tout le long. C'est plutôt bien indiqué, clairement tu peux pas te perdre même si t'es au milieu de nulle part. Et donc je commence comme ça
mon pèlerinage. Je sais que j'arrive assez tôt le matin, enfin je prends le premier bus, mais je dois commencer ma rando peut-être vers 7h. Et le challenge, c'est que je dois faire 2 étapes en une journée avec mes 2 sacs à dos. Donc voilà, c'est chaud. Je dois faire 2 étapes en une journée avec mes 2 sacs à dos. Et le soleil au Japon, à cette période-là, se couche quand même relativement tôt. Donc je sais qu'à 16h30 max, je dois être arrivée à destination. Sinon, ça veut dire finir la route de nuit. Je n'ai pas de frontale. Donc j'ai mon téléphone, mais voilà, je n'ai pas de frontale. Donc je me dis chaud. Et là, je commence à tracer. Et en tout, pour vous donner un ordre d'idée, le premier jour, c'était 1300 mètres de dénivelé cumulé, je crois, et 25 kilomètres. Donc quand même une bonne allure, et en passant par plein de points remarquables, en fait, vous allez voir. Donc je commence cette première journée. Et je me sens, mais comment dire, je me sens invulnérable, je sais pas, je me sens immortelle quand je fais ce pèlerinage. Je sens que je galère avec mes sacs parce que ça, c'est pas du tout le pèlerinage comme le chemin de Compostelle que j'ai vraiment envie de faire. Là, c'est vraiment un chemin, c'est un sentier, en fait, c'est une randonnée, hein. C'est un sentier dans la forêt, ça monte, ça descend, il y a des racines, il y a des branches, c'est pas du tout une route bitumée, une route goudronnée, même si à certains petits moments on traverse des tout petits villages, donc là la route ressemble un peu plus à une route, mais du coup voilà, donc on est pendant le premier jour, je marche et en fait un peu partout je découvre des pierres taillées dans la roche avec des différents motifs. Je découvre en fait des petits sanctuaires, des mini-temples, des mini-sanctuaires un peu à droite à gauche tout le long de ce pèlerinage avec des clochettes et tout. Et je marche, autant dire que on m'entend de loin avec mes clochettes, mais bon, je me suis tellement fait peur avec cette histoire d'ours, mais clairement il n'y en a pas besoin pendant le Kumano-Kodo parce que vu qu'il y a du monde qui passe quand même sur ces chemins-là, les animaux sauvages s'en approchent pas trop, parce qu'ils savent que c'est quand même un chemin passant par des humains. Et vu qu'un ours, généralement si on croise un ours, c'est qu'il nous a pas entendu arriver, donc là voilà, ces ours ne s'approchent pas trop de ce chemin-là normalement, mais moi dans ma tête je me balade avec mes clochettes, donc tout le monde me regarde en mode pourquoi elle a des putains de clochettes qui font du bruit, tu vois, genre voilà, mais du coup je leur raconte l'histoire de l'ours et ils comprennent tous. Donc je croise quelques personnes en route, je m'arrête pas trop pour parler parce que dans ma tête c'est trace le plus vite possible. Donc je trace, je marche, je traverse en fait des endroits, mais tous aussi uniques les uns que les autres. C'est-à-dire je traverse des forêts, mais des forêts toutes différentes en fait. Et c'est là que je réalise que vraiment le sentier, il a 1600 ans au final. Donc c'est comme si les arbres avaient été mis là pour accompagner le sentier. Et quand on dit attention aux esprits, et ça résonne tellement maintenant parce que je vous jure qu'il y avait une atmosphère sur ce sentier, c'était pas une randonnée, c'était un chemin où tu ressentais une énergie, mais je pense que de tous les lieux, sauf en Martinique où c'est quand même très ancré en énergie, mais de tous les lieux que j'ai fait dans ma vie, le sentier, franchement, la route Nakaishi du Kumano-Kodo, je pense que c'est l'endroit le plus chargé que j'ai découvert. Et donc j'arrive à un grand temple parce qu'en fait pendant le Kumano-Kodo, quand on est dans ces 5 dernières étapes, il y a 2 gros temples à voir. Il y a le dernier, donc celui dans lequel j'allais arriver le lendemain, qui est celui de les Nachi Taisha Falls. Enfin, voilà, vous avez le Nachi Taisha et vous avez le Ongu Naichi Taisha, donc le premier. J'arrive au premier sanctuaire qui est incroyable, j'y passe un petit peu de temps, je m'achète un petit truc à manger, je mange assez rapidement et je vais m'asseoir, je me souviens pour manger, je vais m'asseoir là où commence la 3e étape, donc je termine au final assez rapidement la première étape que j'étais censée faire dans la journée. Je m'arrête pour manger et là, assez vite, c'était quand même 14h30, 15h, donc je vais pas trop traîner.
Et là, du coup, je m'arrête pour manger au niveau du plus grand tori du monde. Ça se trouve à Ongu Taisha. Les torii, c'est ces portiques vermillons, c'est les grands portiques qui sont en fait les portiques d'entrée quand vous entrez dans un sanctuaire, un sanctuaire shinto au Japon. Et donc là, je me retrouve en dessous du plus grand tori du Japon. Je mange à ce niveau-là. C'est incroyable. Franchement, il y a une atmosphère mais folle. Et là, pendant cette première partie de route, j'ai déjà rencontré un couple d'Allemands. J'ai marché un petit bout de chemin avec eux parce qu'en fait, les pèlerinages, c'est comme ça. Les pèlerinages, c'est tu marches un bout de chemin avec des personnes, puis après ils vont faire une pause, puis toi tu vas décider de pas faire de pause, puis à la fin tu te retrouves des fois et tout. Enfin, voilà, j'ai marché un petit bout de chemin avec eux. Et c'était très gentil. La femme était en rémission de cancer. Donc pour eux, c'était vraiment un challenge de faire cette aventure-là. Et donc je mange à Ongu Taisha, à Ongu Nachi Taisha. Et après, j'ai la troisième étape à faire. Enfin, j'ai la seconde étape pour moi, en tout cas la troisième officiellement dans le Koma no Kodo. J'ai la troisième étape à faire. Et cette étape-là, elle monte. Elle monte vraiment. Je te jure, quand tu regardes la topographie du lieu et quand tu regardes la carte que tu vas devoir faire, c'est l'étape qui fait 4 km. Donc j'ai déjà 20 km dans les jambes avec la seconde étape, mais qui était la seconde étape plutôt chill au niveau des montées, des descentes. C'était plutôt équilibré. La troisième étape, 4 km, mais je me prends un dénivelé, c'est une montée, une descente, mais violente, tu vois. Et j'ai toujours mes 60 litres de sac sur le dos. Et je me dis, allez Lina, let's go. Donc je commence. Et là, je trouve que c'est une étape souvent qui est sautée en fait par les personnes. C'est-à-dire que souvent les personnes, elles se rendent jusqu'à Ongu Nachi Taisha pour voir le temple et le plus grand tori du monde et tout. Et après, ils prennent un bus pour se rendre jusqu'au début de l'étape suivante, jusqu'à Yunomine Onsen, qui est souvent l'étape... la ville-étape, mais en gros, elles prennent le bus pour sauter la fameuse étape de 4 km, mais qui est d'une difficulté, les amis. Mais j'étais pas prête, j'étais vraiment pas prête. Et du coup, moi, je décide de ne pas prendre le bus, tu vois, de faire cette étape, parce que c'était ce qui était prévu. Et là, je fais l'étape et je sens quelque chose. Mais quand je vous dis que je sens quelque chose me porter sur le chemin. C'est-à-dire, j'ai littéralement l'impression que j'ai des esprits qui m'aident à rendre mes sacs plus légers. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais vraiment, c'était fou. J'ai croisé personne sur ce chemin-là. Autant j'en ai croisé plus pendant la première étape que j'ai fait, autant sur celui-ci, j'ai croisé personne. Et là, j'arrive à un endroit, j'arrive au sommet, donc j'ai enfin fini de tout monter. Maintenant, je commence à tout redescendre. Et en fait, pendant la descente, à un moment, il y a une ouverture. Et là, je vois de loin le petit village de Yunomine Onsen. Yunomine Onsen, les amis, c'est un village pour les amateurs de Miyazaki, des studios Ghibli. Si vous connaissez il faut pas que je dise de conneries. Si vous connaissez le voyage de Chihiro, sachez que Miyazaki s'est inspiré de Yunomine Onsen pour le village, en fait, au début du voyage de Chihiro. Pour le village que vous voyez dans le voyage de Chihiro, c'est inspiré de Yunomine Onsen. Et donc, je vous laisse imaginer le décor de ce village. Vous arrivez dans ce village et vous avez une source d'eau chaude, d'eau très 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 chaude, d'eau volcanique, clairement. Fumante en fait, qui est dans la rivière. Il y a une rivière qui traverse ce village, et vous avez à côté de la rivière différents bacs d'eau carrés avec des petits paniers, et tous les habitants viennent faire cuire leurs œufs dans ces eaux-là. C'est vraiment, ils mettent leurs œufs dans les petits paniers, et tous les matins, tous les soirs, c'est leur rituel, ils vont faire cuire leurs œufs dans cette eau très chaude. Du coup, en fait, l'atmosphère, toutes les maisons sont en bois. Vous avez cette rivière fumante, clairement, cette rivière très très chaude. Donc vous avez cette rivière fumante qui donne un peu de buée. Il y a beaucoup de vapeur. Ça fait vraiment très mystique comme décor. Vous avez de la vapeur qui se dégage de beaucoup d'endroits. Et vous avez des drapeaux de différentes couleurs qui sont là pour faire un peu comme des rideaux. C'est vraiment trop trop beau.
Et donc j'arrive dans cette auberge de jeunesse. Je suis trop contente d'arriver. Je sais qu'en plus la salle de bain c'est un onsen privatif. Donc en fait c'est un bain d'eau très très chaud et que tu peux réserver pendant une demi-heure pour prendre ton bain et tout. Enfin c'est trop bien. Du coup je sais que ça va être trop chouette et je débarque dans cette auberge. C'est trop cool. Et là dans cette auberge je rencontre, je revois, en fait, c'est des trucs trop drôles, je revois, et je savais pas qu'ils logeraient là-bas, je revois le couple d'Allemands que j'ai croisé. Donc je recroise ces Allemands-là, je recroise également une Australienne et un autre Allemand que j'ai croisé en fait pendant une dizaine de minutes pendant la première étape de la journée. Et surtout, Joseph me fait la surprise de me rejoindre. Je lui avais dit que j'allais être là-bas. Et en fait Joseph, pour ceux qui arrivent, c'est le professeur des écoles en année sabbatique que j'ai rencontré pendant le lever de soleil sur le mont Fuji. Donc si vous voulez aller écouter après cet épisode-là, l'épisode une leçon de vie sur le mont Fuji, allez-y, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à créer cet épisode. Et en fait Joseph c'est une des deux personnes avec qui je vais profiter du lever de soleil sur le mont Fuji et je lui avais dit mes plans pour les prochains jours et il a décidé de me faire la surprise et il m'a rejoint dans cette auberge de jeunesse à Yunomine Onsen pour faire le chemin du lendemain, parce que le lendemain ce qui nous attend c'est les 2 dernières étapes et ce qui est cool en fait dans cette auberge c'est que en parlant aux autres on se rend compte qu'on a tous envie de faire cette étape en une journée aussi, de faire l'étape 4 et 5 en un jour et l'étape 4 et 5 c'est l'étape où à la fin on arrive au Nashi Taisha Falls, c'est incroyable, et à Nashi Taisha Shrine, donc au sanctuaire de Nashi Taisha. C'est un endroit, mais les gars, incroyable, mais bref. Là, on est à Yunomine Onsen. On passe la soirée là-bas et au final, du coup, il y a Joseph qui nous rejoint. On a ce couple d'Allemands, cette Australienne. Il y a aussi l'autre Allemand que j'avais rencontré pendant le premier jour du pèlerinage. On décide on sympathise beaucoup avec la personne qui gère l'auberge et on décide de faire une dégustation de saké pendant toute la soirée. Donc on est tous rincés parce qu'on a tous marché énormément la journée. On a été se détendre dans les onsen et puis après le soir, on se retrouve tous autour de cette table basse. Là, on est assis par terre sur des petits futons et du coup, on déguste du saké tous ensemble. J'ai encore des photos de cette expérience-là. Je sais pas quelle photo je mettrai qui est la plus représentative pour moi du Kumano Kodo. C'est peut-être pas la dégustation de saké, je vais pas le cacher, mais c'était un moment qui était ultra beau en fait parce qu'on était tous dans le même projet et c'était fou. Et juste après, donc là, c'est vrai que je parle de ces expériences sans entrer trop dans le détail, mais à la fin de l'épisode, comme d'habitude, j'ai prévu de vous dire ce que j'en ai pensé, les leçons de vie que cette expérience m'a apportées, parce que mon Dieu, qu'elle a été riche, quoi. Et donc, je continue. Donc, le lendemain, on se lève aux aurores. On doit prendre un petit bus pour nous emmener au début de la 4e étape. Et on est tous dans le bus. Et on a du mal de se remettre un peu du saké, mais on sait qu'une grosse journée nous attend parce qu'aujourd'hui c'est également 20 km, donc un peu moins que la veille. Mais par contre, on se prend 800 mètres de dénivelé positif sur les 3 premiers kilomètres du pèlerinage aujourd'hui. Donc si vous êtes adepte de rando, voilà, vous savez la difficulté dont je parle. 800 mètres de dénivelé positif, ça peut paraître pas beaucoup, je vous l'accorde. Sauf que quand ils sont étalés uniquement sur les 3 premiers kilomètres de la rando, c'est vraiment très 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 compliqué. Enfin bref. On commence la randonnée, on commence tous ensemble, évidemment. On s'éloigne petit à petit, certaines personnes vont plus vite, d'autres vont plus lentement, vu que c'est une grosse montée,
chacun va à son rythme. Moi, je sais, enfin, j'ai la chance d'avoir ce gars allemand qui m'a accompagnée pendant toute cette montée-là. Et c'était, mais heureusement qu'il était là. Je me souvenais tout le temps, il me disait, Lina, just 10 more minutes. Parce qu'en fait, c'était vraiment. Mais cette première partie de journée, et on le savait tous quand on a regardé tous ensemble la carte la veille, on savait que les 4 premiers kilomètres, ça allait être les plus compliqués. Et qu'après, on allait en chier quand même, parce qu'on se prenait quand même beaucoup de dénivelé tout au long de la journée, mais qu'après, ça allait quand même aller. Là, en fait, on savait juste que les 4 premiers kilomètres, ça allait être la souffrance intersidérale. Et ça l'a été, et heureusement qu'il a été là. J'ai plus son prénom, je m'en veux d'avoir mangé son prénom comme ça, mais j'ai plus son prénom, mais franchement, s'il savait aujourd'hui à quel point il m'a aidée, parce que c'était vraiment, psychologiquement, cette première étape, elle était très challengeante, elle était très dure. N'oubliez pas que j'avais toujours mes 2 sacs à dos quand même sur moi. Je sais pas combien de poids ça faisait, mais enfin, c'était beaucoup trop pour ma petite personne. Je voyageais pas du tout léger. Et la plupart des personnes s'étaient fait envoyer en fait leurs affaires à leur auberge d'arrivée. Donc ils avaient juste un tout petit sac avec des affaires pour 2-3 jours de marche, quoi. Moi j'avais toutes mes affaires pour 1 mois et demi. Et en fait je me souviens de ces 3 premiers kilomètres. Et cet Allemand a décidé de rester avec moi parce que il voyait que j'en chiais de fou là. Et du coup on montait. Et je me souviens, ça faisait des petits virages. Et à la fin de chaque virage, en fait, c'est comme si ça faisait 20 minutes que vous voyez, enfin, je sais pas, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que tu vois le sommet du virage et tout, et tu dis vas-y, après c'est plat, après ça descend, et en fait, à chaque fois, ça montait encore plus raide, et ça, mais c'était terrible, psychologiquement, ça te détruisait, parce qu'en fait, t'avais tellement l'impression d'avoir tout donné, et te dire c'est bon, je suis au sommet, et là, t'arrives au virage, et tu vois la montée qui te reste à faire, et là juste, mais t'as envie de pleurer. Mais dans ma tête, ce qui me fait tenir, c'est que je me dis, allez, sur la carte, c'est que 4 km, ça se fait, c'est pas... Mais... Et heureusement que cet Allemand, en fait, me suit, et il n'arrête pas de me dire... Come on Lina, just 10 more minutes, just 10 more minutes. Et il disait tout le temps ça, parce qu'il m'a dit, tu sais, moi quand je fais des randos, ce qui m'aide à tenir, c'est que je me répète tout le temps qu'il reste que 10 minutes. Et du coup, en fait, tu te pousses, parce que dans ta tête, tu te conditionnes à dire, allez, dans 10 minutes c'est plat, dans 10 minutes c'est plat. Et du coup, tu continues comme ça et t'avances. Enfin, donc franchement, je le remercierai jamais assez. Et ensuite, du coup, on termine cette grande montée et on continue avec la journée de rando. Là, je fais quasiment tout le reste du pèlerinage. Joseph, ça fait longtemps qu'il a tracé devant. Donc, c'est lui qui portait mon panier de pique-nique, je me souviens. Donc, du coup, il avait laissé le panier dans un petit cornet plastique. Il avait écrit... Bonne app Lina, et il l'avait laissé dans un endroit du pèlerinage sur une petite pierre pour pas qu'il s'envole, et du coup vu qu'il avait pris beaucoup d'avance, voilà, il m'avait laissé mon petit panier de repas à un moment dans le pèlerinage, donc je trouvais ça trop mignon. Encore merci Joseph pour ce panier de pique-nique que tu n'as pas oublié de me passer, si tu écoutes cet épisode-là. C'est vrai que tu as marqué quand même une partie de mon voyage, une partie du voyage au Japon. En tout cas, si on doit continuer l'histoire, donc je prends ce petit panier repas et je décide de continuer le pèlerinage. Et là, vraiment, cette journée-là, je la passe avec l'Allemand et le couple d'Allemands. Enfin, une journée full allemand, avec le couple d'Allemands et l'Allemand. Et du coup, on s'arrête dans tous les plus beaux spots. On comprend au final qu'on a quand même pas mal d'avance parce qu'on est parti tôt. Donc, on prend vraiment notre temps sur l'arrivée, sur les vues, parce que en fait, quand on se rapproche de la fin de ce pèlerinage, on a beaucoup d'endroits où on a vu sur la mer. Enfin, c'est une mer ? Non, attendez. Oui, c'est un océan, quoi. Enfin, c'est la mer du Japon, mais au final, bon, t'es un peu dans le Pacifique, quoi. Donc, on a vu sur l'océan. C'est trop beau. Et on voit, en fait, notre point d'arrivée. Si vous voulez, il y a des vues très dégagées tout le temps. Donc, on voit où est-ce qu'on doit arriver. Mais on voit que c'est loin. Mais en tout cas, il y a des vues de dingue. On traverse toujours autant de sentiers, mais tous plus beaux les uns que les autres. Et on comprend pourquoi c'est un sentier de retraite méditative. Parce que
il est tellement apaisant, en fait, il est tellement apaisant et tu sens qu'il est là pour panser les blessures, ce sentier-là. Et tu sens qu'on est là tous pour lâcher des pierres, mais ça, je vais y arriver juste après. Et donc, on termine cette journée de pèlerinage. Joseph est parti bien plus loin, mais on a réservé la même auberge le soir à Kikatsura, donc on sait qu'on va se retrouver là-bas. Moi, je termine ma journée avec ce couple d'Allemands et l'Allemand, et on arrive au sanctuaire Nachi Taisha. Je pense que c'est cette photo-là que je vais mettre, en fait. Ouais, c'est cette photo-là que je vais mettre en pochette, parce que clairement, on arrive devant un paysage qui est... Je vais pas pleurer pendant cet épisode, hein, mais... On arrive devant ce sanctuaire, cette pagode, cette cascade, digne des plus belles cartes postales du Japon, clairement. Et là, c'est la fin du pèlerinage, c'est la fin. On est arrivé là et on se sent tellement fiers parce qu'évidemment, il y a des bus de touristes qui sont là aussi pour venir voir ce lieu, parce que ce lieu est magique. Mais nous, on est là et dans ma tête, on l'a mérité, quoi. Ça fait des jours qu'on marche. En 2 jours, j'ai marché 45 km avec 60 litres, avec mes 2 sacs à dos. On en a chié et là, on arrive, on voit ça. Waouh. J'avais pas les mots. Si vous voulez aller là tout de suite sur Google pour regarder, vous mettez Nachi Taisha, donc N-A-C-H-I, plus loin Taisha, T-A-I-S-H-I. Nachi Taisha, vous avez le shrine, donc le sanctuaire, et le falls, donc la cascade, et c'est juste un lieu qui est hors du temps, en fait, qui a 1600 ans sûrement, et qui est sans mots. Donc j'arrive là-bas et je vais faire une prière au sanctuaire. Donc je sonne la cloche, je lance une pièce, je sonne la cloche, je tape dans les mains, je fais 2 révérences et je fais ma prière. Une prière, je suis pas croyante ou quoi, mais là, il y a quelque chose qui m'a aidée à tenir pendant ces 2 jours de marche intensive. Et moi qui ne suis pas une grande sportive, j'y suis arrivée. Et cette prière, je ne sais pas faire une prière, mais tout ce que je sais, c'est que dans cette prière, je mets une quantité infinie de reconnaissance, de gratitude en fait, de tout ça. Je suis tellement dans l'instant que je pense à mon papa aussi. Je me dis, purée, qui fait ça? Qui se retrouve à faire une prière à Nachi Taisha Shrine au Japon, 3 mois, à 21 ans, 3 mois après le décès de son père? Qui fait ça? Moi. Donc j'éprouve beaucoup de fierté. À ce moment-là, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude envers tout, envers les éléments, envers moi, mais aussi et surtout envers les personnes qui ont partagé ma route pendant ce pèlerinage. Ça m'émeut beaucoup de parler de tout ça parce que ça a été 48 heures. Autant vous dire que maintenant, j'ai envie de faire Compostelle, vous l'aurez compris. Ça a été 48 heures et si je devais là maintenant clôturer cet épisode par les leçons de vie que m'ont apporté ce pèlerinage, la première, c'est que tout est possible. Tout est possible. À qui rêve, ose, travaille, n'abandonne jamais. Bon, ça c'est une phrase que je répète souvent, mais purée, si t'abandonnes pas, tout est possible. Enfin vraiment... Au début, je me suis dit, ouais, avec tes sacs, Lina, ça va être compliqué. Tu vas devoir marcher 45 km en 2 jours, ça fait beaucoup, ça va être compliqué. Mais c'est possible. Et une autre leçon, en fait, et la leçon la plus importante, et je pense que je clôturerai l'épisode là-dessus, c'est que
ce que je trouve beau dans un pèlerinage, c'est que c'est tellement plus, mais si vous saviez, c'est tellement plus qu'une randonnée. Enfin, du moins pour moi. Et ce que je trouve beau dans un pèlerinage, justement, c'est que je pensais pas que ça allait m'émouvoir autant de vous parler de tout ça. Mais ce qui est beau dans un pèlerinage, en fait, c'est que chaque personne arrive avec ses pierres dans le sac à dos. Chaque personne, on a tous une raison. C'est pas anodin de faire un pèlerinage. On va pas faire un pèlerinage comme on se dit on va faire une rando. Alors j'ai croisé des Américains Américains, on s'en fout, mais j'ai croisé des Américains pendant le pèlerinage où pour eux c'était vraiment une rando en famille. Non, pour moi en fait c'est pas possible. Genre, pour moi un pèlerinage c'est tellement plus qu'une rando parce que tu fais pas un pèlerinage sans raison. Tu fais pas un pèlerinage pour juste parce que t'as envie de marcher. Et ce que j'ai trouvé très beau, en fait, dans ce pèlerinage, dans cette expérience, c'est que chaque personne dont tu croises la route, que ça ait duré assez longtemps, comme ce couple d'Allemands, cet Allemand, Joseph ou quoi, ou que ça ait duré que quelques dizaines de minutes parce que tu marchais à côté de personnes à certains moments, les personnes se livrent déjà beaucoup plus facilement pendant un pèlerinage et chacun transporte ses démons, chacun transporte ses boulets avec soi, chacun transporte ses pierres à lâcher avec soi pendant le pèlerinage. Et il n'y a pas, et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de la douleur dans un pèlerinage. Il n'y a pas de « ah ouais, toi c'est pire que moi » ou tu vois, chacun vient avec son fardeau et tout le monde fait un pèlerinage. Il y a tellement de raisons. Moi, je l'ai fait pour le deuil de mon père. Je l'ai fait pour m'aider à surmonter ça. Il y en a d'autres qui étaient en rémission de cancer. Il y en a d'autres qui ont eu un grave accident et qui se remettent de ça. Il y en a d'autres qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un parent, qui ont perdu un proche. Tu en as qui ont eu des accidents. Tu en as qui ont fait un burn-out. Et en fait, ce qui est beau dans le pèlerinage, c'est que le pèlerinage, c'est un chemin. Et en fait, on va toujours de l'avant et on va tous dans la même direction quand on marche. Il n'y a qu'un seul chemin. On va tous sur le même chemin et on guérit tous. Et sur ce chemin, on parle et on croise d'autres chemins, d'autres personnes qui ont des chemins différents du nôtre. Et c'est clairement des séances de psy, hein. Enfin, parce que quand t'en chies à marcher 25 km par jour, tu marches 25 bornes, tu vas vite, tu veux arriver avant la nuit et tout, et genre, tu marches, mais tu prends toujours le temps de parler aux gens. Quand t'es dans les petits villages japonais que tu traverses, les Japonais ils sont là, ils te disent bonjour, ils sont gentils, et en fait, c'est vraiment une séance de psy, ce truc, genre... quand t'avances et que tu parles 5 minutes, 10 minutes, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 24 heures, 48 heures avec quelqu'un, eh ben, tu guéris parce que tu décharges ton sac, t'enlèves tes pierres quand tu parles à ces personnes, t'enlèves tes pierres petit à petit, tu t'ouvres, t'acceptes de t'ouvrir, t'acceptes de mettre les mots sur ton mal-être. C'est vraiment pendant ce pèlerinage que j'ai commencé à mettre les mots sur le départ de mon père. Et je remercierai jamais assez ces personnes pour m'avoir écoutée. Et je pense qu'ils pensent la même chose de moi, c'est-à-dire que moi aussi, je les ai écoutés. Et en fait, pendant un pèlerinage, t'as des oreilles attentives partout et tu refais le monde tout le temps, constamment avec les personnes avec qui t'échanges. Et vraiment, ça te permet de mettre les mots sur ton mal-être et de te dire que ça va aller. Et symboliquement, le fait de tous marcher dans la même direction, on n'a pas tous le même point de départ. Mais on a tous le même point d'arrivée et on a tous envie d'y arriver. Et on laissera personne sur le côté. On laissera personne. On laissera personne sur le côté parce qu'on est tous là avec nos démons et on va tous les sublimer, on va tous en faire une force après. Et donc le moment symbolique quand tu arrives à la fin et que tu fais ta prière au temple, purée, mais ça les amis, c'est fou. Et voilà, ce que je trouve beau dans un pèlerinage, si jamais vous voulez faire celui du Kumano Kodo ou si vous voulez faire Compostelle, je connais pas Compostelle, je compte le faire un jour, ça c'est certain, sûrement plus tard, mais c'est que on fait tous les choses pour une raison
Et parfois, peut-être, on va penser... Il y en a qui pensaient vraiment faire ça parce que c'était une belle randonnée et qu'il y avait des beaux paysages. Mais la vérité, c'est qu'à la fin du pèlerinage, ils nous ont tous dit, il y a eu tellement plus que ça. C'était pas juste une randonnée. C'était pas juste une randonnée parce qu'on a croisé des gens, parce on a parlé, on a pleuré, on s'est pris dans les bras, on en a chié, on est tombé, j'ai porté mes sacs, j'en pouvais plus, j'ai crié, j'en ai chié. Enfin, et pourtant, on a ri, on a chanté, on s'est baladé, on a fait de la musique avec les clochettes. Enfin, c'était un moment qui était rempli de bonnes énergies. Et je pense que sur ce, je vais pas tarder à mettre fin à cet épisode qui a été tellement bénéfique pour moi d'en parler là, encore aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je pense... en fait, ça fait depuis juin 2023 que Instant Simple, une parenthèse d'évasion, qu'Instant Simple existe sous forme de podcast. Ça va faire bientôt 1 an et ça fait 1 an que ce sujet est sur ma liste de choses à aborder. Mais je pense que ça fait 1 an que je prends pas le moment, puis que c'est pas le bon moment surtout pour moi pour en parler. Et là, c'était le bon moment. Donc, écoutez, vous avez participé à mon pèlerinage encore une fois. Ça m'a fait du bien de vider quelques cailloux là, d'avancer plus légère. Donc merci pour votre écoute. J'espère vous avoir donné envie de le faire, ne serait-ce inspiré pour une chose. Voilà, pose-toi toujours la question quand tu termines un épisode, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cet épisode ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? N'hésite pas à venir me le partager sur Insta. Je serais très très heureuse de parler avec toi de cet épisode, surtout de celui-ci, parce que vraiment il est lourd celui-là. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.